autour de laquelle, autour de la question centrale que nous souhaitons affronter pendant l'ensemble des séminaires de l'année, l'ensemble des séances. Je rappelle le titre, l'emploi à tout prix, point d'interrogation. Est-ce que les politiques de l'emploi ne sont pas en train de monnayer à bas prix les droits des travailleurs? Mais je te passe la parole, Mathieu, peut-être pour commencer. Merci beaucoup d'être si nombreux. Pour introduire un peu le thème, je voulais revenir sur le choix finalement de ce thème cette année. Alors pourquoi on s'est intéressé à l'emploi à tout prix? C'est d'abord pour s'intéresser, première raison, à l'emploi, qui va être un thème qui est structurant pour les chercheurs qui travaillent en particulier dans le réseau d'Institut européen du salariat, qui donc permet d'aborder les questions de protection sociale, les questions de travail, les questions... Et par ailleurs, ça permet d'aborder une tension qui structure un petit peu les débats dans les sciences sociales autour du constat que le travail déborde l'emploi, qu'il existe un débordement permanent, multiforme du travail par rapport aux frontières de l'emploi. Et on sent bien, malgré tout, que deux approches s'opposent. Celle qui va considérer que il y a là quelque chose de positif, qu'il y a une manière d'émanciper le travail des cadres stricts de l'emploi et des employeurs, etc. Et une autre perspective qui souligne le fait que les droits sociaux ont été construits dans l'emploi et que s'éloigner de l'emploi, c'est aller vers du travail gratuit, une surexploitation ou une zone en tout cas de non-droit. Et cette tension, elle est forte et l'idée de ce séminaire, c'est aussi de la prendre à bras-le-corps et de la discuter. Alors ça, c'était pour l'emploi. Maintenant, l'emploi à tout prix. L'emploi à tout prix, pourquoi l'emploi à tout prix? Parce qu'il nous semble que ça pose une question sur un élément qui n'est jamais questionné, à savoir, ou rarement questionné, à savoir le plein emploi comme objectif, qui se présente de plus en plus comme une évidence, en particulier dans la sphère politique et dans la sphère sociale. C'est-à-dire que c'est un des mots d'ordre, finalement, qui fait le plus consensus et qui semble surpasser tous les clivages sociaux, puisque tous les syndicats sont pour le plein emploi, tous les syndicats d'employeurs sont pour le plein emploi, le MEDEF qui nous a offert son pins pour l'affiche et pour le plein emploi, pour l'emploi, etc. Bon, donc cet argument, il est rarement questionné et on voit, alors j'ai fait un rapide exercice, mais il n'y avait pas besoin de se faire vraiment beaucoup de recherches pour ça. J'ai repris toutes les promesses électorales depuis 1995. Donc en 1995, dans un livre intitulé La France pour tous, Jacques Chirac promettait l'emploi avant toute chose. C'est le chômage est notre tragédie, c'est la priorité absolue à laquelle tout doit être subordonné. Donc l'idée, c'est pas tellement de dire, bon, c'est important d'analyser le fait que l'emploi soit une priorité, mais ce qui nous intéresse ici, c'est aussi le fait qu'on va subordonner à cet objectif de l'emploi tout le reste. Alors je vous passe peut-être, non, enfin je vais vous la donner quand même, une citation de Jospin qui est pas la moins intéressante, en 2002, où il dit nous avons fait de la lutte contre le chômage notre priorité absolue et nous avons montré que la société française n'était pas condamnée au chômage de masse et qu'elle pouvait créer massivement des emplois, puisque depuis 1997, nous dit Lionel Jospin, notre pays compte 1 800 000 emplois de plus et 900 000 chômeurs de moins. Donc c'est assez intéressant de voir déjà cette honnêteté de Jospin qui nous donne à la fois les chômeurs et l'emploi, mais on voit bien que ce n'est pas la même chose. Pour avoir 900 000 chômeurs de moins, il avait fallu 1 800 000 emplois de plus. Et il promet 900 000 emplois de moins pour la période qui arrive. Sarkozy en 2007, lui il avait promis donc d'arriver à 5% de taux de chômage dans les 5 ans en travaillant plus. Donc je vous passe parce que vous connaissez par cœur. Et Hollande en 2012, lors de sa campagne, avait expliqué que le chômage n'était pas une fatalité, qu'il inverserait la courbe avant de promettre l'inversion de la courbe en septembre 2012 pour septembre 2013.
Donc on sait ce qui est devenu de cette promesse. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette norme sociale, cette croyance au plein emploi est si profondément ancrée qu'elle va surpasser tous les clivages sociaux et politiques. Et ça nous paraît être une des missions, d'une certaine manière, relever d'une des missions fondatrices de la sociologie, à savoir comprendre comment les pré-notions les mieux ancrées se sont construites socialement, en essayant d'en montrer la contingence, d'une part, comment finalement ce qui fait cet objectif consensuel aurait pu ne pas exister, et en même temps, comment elle se présente comme pour citer Durkheim, un voile qui s'interpose entre les choses et nous, et qui nous masque d'autant mieux qu'on le croit plus transparent. Et donc j'en viens au troisième point, c'est-à-dire non plus l'emploi à tout prix, mais le prix de l'emploi à tout prix, puisque au-delà d'une réflexion sur les origines de cette croyance, de cette valeur partagée au plein emploi, la question c'est de connaître un petit peu la valeur pratique de cette prénotion, autrement dit de se poser la question de l'ensemble des pratiques, des usages que génère ou que légitime cet idéal de plein emploi. Donc la question n'est pas seulement de savoir pourquoi le plein emploi, mais davantage de quoi le plein emploi est-il le nom, comment le plein emploi fonctionne comme un générateur de légitimation en dernière instance d'un certain nombre de pratiques politiques, sociales, économiques qu'on justifie au nom de l'emploi. Donc la question ici est bien de s'intéresser au prix de l'emploi à tout prix, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en trois temps. Dans un premier temps, on étudiera les séries longues de l'INSEE. D'abord, pour cadrer un petit peu le sujet, l'idée c'est de revenir un petit peu à la base de ce que tout le monde cite, de ce que tout le monde croit connaître, mais sur lequel on ne revient jamais, c'est-à-dire sur l'évolution de l'emploi et du chômage depuis 40 ans, dont on parle comme des évidences, en parlant de Trente Glorieuses, etc. Donc de revenir un petit peu sur ces évidences en revenant à la base, simplement, c'est-à-dire aux séries longues de l'INSEE qui nous permettent de suivre sur 40 ans l'évolution de l'emploi et du chômage. Puis, dans un second temps, utiliser un petit peu le séminaire. Et dans un troisième temps, on vous présentera les séances du séminaire. Donc, dans un premier temps, je voulais revenir sur les 40 ans d'évolution de l'emploi et du chômage. Il y a un certain nombre de poncifs, évidemment, que vous connaissez tous sur l'évolution de l'emploi et du chômage, c'est-à-dire les 30 glorieuses, le chômage qui augmente depuis 1974 et l'emploi qui est en crise, etc. Donc la question, c'est ici de voir si tout ça est vrai, avéré, etc. Alors le premier truc pour introduire cette partie, c'est de s'interroger sur un mystère, c'est comment 3 moins 3 égale 3. En 96, donc si on revient 20 ans en arrière, le nombre de chômeurs de catégorie A était de 3 millions. Exactement de 3,1 millions, donc les UFM de catégorie A. Donc à l'époque, Balladur nous avait dit qu'il fallait faire des efforts, des sacrifices pour l'emploi, puis finalement c'était Jacques Chirac qui avait emporté la mise et qui avait promis lui aussi le plein emploi. Et on avait commencé à s'attaquer aux charges, aux cotisations sociales avec des exonérations dès cette époque-là, puisque c'est Balladur qui avait lancé ce mouvement qui ne s'est pas arrêté depuis. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc on avait 3 millions de chômeurs. Que s'est-il passé depuis 1996 ? Eh bien, on a créé 3 millions d'emplois. C'est-à-dire que la création nette d'emplois entre 1996 et 2013, c'est 3,2 millions d'emplois supplémentaires. Donc évidemment, on pourrait s'attendre à ce que 3 moins 3 égale 0 et qu'on soit au plein emploi, mais pas du tout. On a aujourd'hui, enfin on a en tout cas en janvier 2013, encore 3,2 millions de chômeurs en catégorie A. Autrement dit, le nombre de chômeurs entre 1996 et 2013 n'a pas bougé d'un iota, c'est même un petit peu accru, alors qu'on a créé 3 millions d'emplois. Alors la question finalement que je voulais poser aujourd'hui, c'était comment on arrive à cette arithmétique un petit peu étrange. Sachant que, pour vous donner tout de suite un des éléments de réponse,
il n'y a pas là que le seul effet démographique de la population qui augmenterait, etc. Ce n'est pas l'effet démographique qui explique ce phénomène. Alors, d'abord, revenons sur l'évolution du chômage. Alors là, il n'y a pas trop de surprises. Disons que dans les dernières années, c'est un doute croissant sur la pertinence de la frontière entre chômage et emploi. Donc vous voyez là le taux de chômage trimestriel au sens du BIT, donc c'est le chômage tel qu'il est mesuré par l'enquête à emploi, qui ne cesse de monter de manière forte depuis le premier trimestre 1974. Je vous ai mis le troisième trimestre 2015, où on est à environ 10,2 en France métropolitaine, parce qu'évidemment les données du chômage, pour une raison que je ne comprends toujours pas, sont toujours France métropolitaine, c'est-à-dire qu'on oublie les dom-toms systématiquement quand on parle des données nationales. Bon. Ça c'est quelque chose d'étrange. Alors très simplement, très rapidement, quelques éléments malgré tout sur ce taux de chômage. Donc c'est des éléments qu'on connaît tous. On a un taux de chômage par âge qui paraît très fort chez les 15-24 ans et plus faible chez les 25-49 et les 50 ou plus, de l'ordre de 9,3-7%. Et un taux de chômage qui est à peu près équivalent chez les hommes et les femmes. Alors je vais juste revenir un tout petit peu sur cet élément de comparaison entre les hommes et les femmes, parce qu'aujourd'hui on a finalement un taux de chômage qui est légèrement supérieur pour les hommes, mais de pas grand chose. J'ai simplement fait sur les séries les séries longues de BIT par sexe la différence en points entre le taux de chômage féminin et le taux de chômage masculin. Et vous voyez que dans les années 70, donc la courbe à regarder c'est la noire, qui désigne l'ensemble. Donc c'est la soustraction simplement en points des deux taux de chômage masculin et féminin. Et donc on avait un taux de chômage qui était traditionnellement beaucoup plus élevé pour les femmes dans les années 70, mais cette différence s'est amenuisée au fil du temps jusqu'à s'inverser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé au-delà du zéro, c'est-à-dire que effectivement les femmes ont un taux de chômage légèrement inférieur aux hommes. D'accord ? Alors que c'était extrêmement fort, alors notamment pour les plus jeunes, parce qu'on avait jusqu'à 8 points, là, à la fin des années 70, 8 points de différence entre les jeunes hommes et les jeunes femmes en termes de taux de chômage, avec un chômage féminin pour les jeunes femmes qui était extrêmement élevé. Voilà, simplement pour nuancer ça, mais ça c'est des choses qu'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la part que représente le chômage dans la population pour éviter les effets d'optique, disons, notamment sur le chômage des jeunes. On sait qu'il est à 24% parce qu'on zoome sur une population qui est déscolarisée, qui est donc faiblement qualifiée et qui ne représente qu'une faible partie de la population, puisque la plupart des jeunes des 15-25 ans sont scolarisés et donc considérés comme inactifs, et donc ne comptent pas du tout dans le calcul du taux de chômage. Ce qui explique qu'on est 24% de taux de chômage. Si on regarde la part du chômage dans la tranche d'âge, on voit par âge notamment que la différence est assez faible entre les 15-24 et les 25-49, puisqu'on a 8,5% de jeunes au chômage et 8,2% des 25-49 qui sont au chômage. Donc ça décroît beaucoup à partir des seniors, 50-64 ans, où là le taux de chômage est beaucoup plus faible. D'accord ? Mais donc le nombre de chômeurs dans la population totale est relativement équivalent entre les jeunes et les autres. Donc voilà, simplement un point aussi sur un problème qui apparaît de plus en plus dans les données du BIT, c'est donc de l'INSEE, c'est que ce sont des données très restrictives, puisque la définition du taux de chômage au sens du BIT, c'est qu'il faut ne pas avoir travaillé 1 heure dans la semaine de référence, être disponible dans les 15 prochains jours et rechercher activement un emploi. Alors les deux premières conditions sont très restrictives et donc on a un nombre de chômeurs INSEE qui est relativement faible par rapport aux chômeurs Pôle emploi. Et malgré tout, donc l'INSEE a pris en compte cet aspect-là et calcule maintenant le halo autour du chômage et note qu'on a 1,5 million de personnes qui souhaitent un emploi sans être comptées comme chômeurs au sens du BIT.
Donc c'est ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire des personnes souhaitant travailler, disponibles rapidement, mais qui n'ont pas recherché activement un emploi. Alors j'en viens aux données de Pôle emploi, alors, qui sont là aussi très connues, qui ont connu une augmentation très forte dans les dernières années, en particulier depuis 2008, avec une hausse des demandeurs d'emploi au sens large, c'est-à-dire A, B, C, D, E, donc qui ne sont pas tous chômeurs, mais qui sont tous demandeurs d'emploi, qui s'explique en particulier, alors je m'intéressais plus au A et au B et C, qui s'explique en particulier par la hausse du nombre de chômeurs de catégorie B et C. Donc la catégorie A finalement, donc les catégories A sont les demandeurs d'emploi qui n'ont pas travaillé une seule heure durant le mois, donc c'est en quelque sorte des chômeurs à temps complet pour un mois donné. Et en fait, quand vous regardez de 96 à aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les choses n'ont pas beaucoup évolué. On est au-dessus de 3 millions. Alors il y a eu des variations évidemment, mais on est passé de 3 millions à 3 571 000 au dernier comptage, c'est-à-dire que j'ai mis octobre 2015. En revanche, la catégorie B et C, c'est-à-dire les intermittents de l'emploi, d'une certaine manière, sans parler des intermittents du spectacle, ceux qui travaillent moins de 72 heures, 18 heures, 78 heures en catégorie A, et ceux qui travaillent plus de 78 heures en catégorie B et en catégorie C, donc eux ont augmenté de manière très forte. Je vous ai juste fait un petit graphique en bas 100. La progression est hallucinante, disons, pour les B et C. C'est-à-dire qu'on constate depuis 1996 un triplement, une hausse de 200% du nombre de chômeurs, de demandeurs d'emploi de catégorie B et C. Donc là, on a un phénomène majeur depuis 20 ans d'augmentation de l'intermittence de l'emploi ou de cette situation d'activité réduite où on est à la fois dans l'emploi et à la fois dans le chômage. En revanche, la hausse de la catégorie A, vous voyez, est à 14%, ce qui est relativement faible et qui correspond plus ou moins à l'évolution démographique. Bon, jusque-là, pas trop de surprises, si ce n'est le fait qu'on a un phénomène majeur autour de l'intermittence du chômage. Si on regarde l'évolution de l'emploi, en revanche, là, il y a quelques poncifs qui sautent. Sur le long terme, d'abord, on voit que l'emploi ne cesse d'augmenter. Il ne cesse de progresser, y compris dans les années dites de crise. C'est-à-dire qu'on n'observe absolument pas de baisse de la croissance de l'emploi à partir de 1974. On n'observe absolument rien de tel. On a une hausse qui est à peu près stable et qui... donc on a un emploi qui tourne autour de... Là, on est à 20 millions, d'accord, jusqu'aux années, en gros, 97. On a une hausse en 97 et ensuite une relative stabilité depuis. Alors je vous ai juste fait le solde ici de création et destruction d'emplois. Donc ce sont les mêmes données, hein, absolument les mêmes données. Et vous voyez absolument qu'on ne voit rien. C'est-à-dire qu'on n'observe absolument pas de Trente Glorieuses ou d'opposition entre une première période dans laquelle on aurait un emploi florissant et des destructions d'emplois dans la seconde période. On observe même plutôt l'inverse, c'est-à-dire la période dans laquelle on a créé le plus d'emplois de tous les temps, c'est 97-2001. On voit que de 97 à 2001, tous les ans, on dépasse les 400 000 créations nettes d'emplois, donc à des niveaux très élevés, avant de s'effondrer en 2002. D'accord, mais on a là une hausse qui est importante. Inversement, dans la période dite des 30 Glorieuses, on a plein d'années où on a des destructions nettes d'emplois en 57, en 58, en 62 et des périodes extrêmement, d'augmentation extrêmement faible dans les années, à la fin des années 50 et jusqu'en 1967. D'accord, donc ça me paraît être un élément fort d'évolution sur le long terme, c'est-à-dire cette augmentation permanente de l'emploi. Si on regarde maintenant comment se compose par sexe l'emploi, on a le phénomène majeur sur le long terme, c'est la féminisation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que si on prend les chiffres en 71,
on a 7,7 millions d'emplois féminins et 14 millions d'emplois masculins. L'emploi masculin reste stable sur toute la période, et ce qui augmente massivement, c'est l'emploi féminin. Donc les femmes, d'une certaine manière, donc sont rentrées sur le marché du travail dans toute cette période-là. Alors si on remontait en arrière, on verrait que ça avait baissé avant. Donc l'INSEE ne propose pas les données, mais on le lit, c'est-à-dire que de 1945 aux années 50, en réalité, le taux d'emploi des femmes a baissé. D'accord ? Avant, donc, on est allé vers le modèle du male breadwinner dans les années 60, avant d'en ressortir à partir des années 70. Donc ça, c'est évidemment des choses qui sont extrêmement fortes. Donc si on regarde maintenant la transformation de l'emploi, là, c'est pas une surprise, on a une augmentation extrêmement forte des formes particulières d'emploi. Donc je vous ai mis la part des CDD et des contrats saisonniers qui est en augmentation constante, avec une stabilisation à partir des années 2000 dans les 8-9%. Donc l'emploi change, ce qui est le corrélatif de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que le chômage lui-même changeait. Alors simplement, pour en revenir au mystère de pourquoi 3 moins 3 égale 3, il faut regarder les taux d'emploi et les taux d'activité. Et ce qui se passe sur le marché du travail depuis les années 80, le milieu des années 90, c'est une augmentation forte des taux d'emploi et des taux d'activité. Donc taux d'emploi, c'est le nombre de personnes en emploi sur toute la population, et taux d'activité, c'est les personnes qui se portent sur le marché du travail, c'est-à-dire à la fois ceux qui sont en emploi et ceux qui sont au chômage. Et là, on a une augmentation qui est assez forte de ces taux d'activité sur toute la période. Alors, pour bien comprendre le phénomène, il faut le décomposer par âge, de manière assez classique. Et on observe là plusieurs choses. Si on regarde les 25-49, la courbe du haut, ce qu'on voit, c'est l'effet de la féminisation. D'accord ? On continue. La féminisation a joué un rôle très fort dans l'augmentation du nombre de personnes finalement en emploi dans cette tranche d'âge. Ce qui disparaît, c'est les femmes au foyer, pour le dire vite. Simplement, cette hausse a tendance à s'amenuiser légèrement, elle continue, c'est pas fini, donc ce phénomène s'observe encore, mais il s'amenuise et les rythmes sont beaucoup plus lents dans les années 2000 qu'ils pouvaient l'être au début de la période. Donc on a une sorte d'épuisement de ce mécanisme, dans le sens où on arrive à des taux d'emploi féminins qui sont proches des taux d'emploi masculins, et que donc à un moment donné, il est normal que ça plafonne simplement. Si on prend les 15-24 ans, là on a eu un retrait du marché du travail extrêmement fort lié à la démocratisation scolaire, et ce mécanisme-là, donc dans toute cette période 75-95, on a eu une baisse des taux d'emploi des 15-24 ans, simplement parce qu'on a scolarisé massivement, et c'est la période aussi où on scolarise ces jeunes vers le supérieur. D'accord ? Donc on a un phénomène de retrait du marché du travail qui est fort et qui a été stoppé net au milieu des années 90. C'est-à-dire que depuis 1993-95, le taux d'emploi des jeunes est parfaitement stable. On n'a plus ce phénomène de retrait, et donc c'est toujours ça de plus qui va expliquer l'augmentation du taux d'emploi en général. Et là où on a le changement le plus fort, c'est sur les taux d'emploi des 50-64 ans, qui vont expliquer très largement l'augmentation de nombre d'emplois dans la période. C'est-à-dire qu'autant on avait un retrait du marché du travail jusque, on va dire, en 83, début des années 80, autant ensuite les choses sont remontées à partir de 93, d'accord, donc 93, qui est la première réforme des retraites, si je ne dis pas de bêtises, qui lance une dynamique de réforme des retraites, qui repousse l'âge de la retraite, qui incite les salariés à travailler davantage. Et c'est dans ce secteur-là, finalement,
qu'on va recruter les emplois que nous avons créés, les 3 millions d'emplois que nous avons créés, puisque, alors je vous ai noté ça, en 95, on avait 8 millions et demi d'emplois entre 50 et 64 ans, on en a aujourd'hui 12,2 millions. D'accord ? Donc on a une augmentation énorme du nombre d'emplois dans cette tranche d'âge, et qui fait que, en fait, on crée des emplois, mais ces emplois sont occupés, d'une certaine manière, sont alloués par des inactifs. On sort les gens de l'inactivité pour les mettre dans l'emploi et pas du chômage pour les mettre dans l'emploi. Ce qui explique le fait qu'au final, on a une part du marché du travail qui est en réalité un emploi qui est toujours plus présent dans la société française. En réalité, et en tout cas dans les tranches d'âge, en âge de travailler. Donc l'idée selon laquelle l'emploi disparaît, l'emploi est mort, me paraît d'une certaine manière démentie, absolument démentie par les faits. L'emploi n'a jamais été aussi présent dans la société française, et je dis la société française en particulier, parce que si vous regardez les comparaisons de l'OCDE, les taux d'emploi, taux d'activité des 25-54 ans en comparaison internationale, c'est la France qui a les plus forts taux d'activité, bien au-delà des États-Unis notamment, où donc on a davantage d'inactifs parmi ces tranches d'âge, donc plus de femmes au foyer, en tout cas c'est ce qu'on imagine, plus que la moyenne de l'Union européenne, et un peu plus que l'Allemagne. Voilà, et beaucoup plus que l'Italie, évidemment. Donc on a un emploi qui occupe, qui n'a jamais été aussi fort et qui occupe massivement la population. Alors, dernier élément de cadrage sur l'idée qui est souvent avancée, qui est très à la mode autour des thèses de Stigler notamment, ou dans une autre version autour de ce que raconte Macron, autour de la désalarisation. Donc on observerait depuis quelques années une désalarisation, une baisse du taux du nombre de salariés parmi les emplois. Alors c'est vrai, simplement il faut peut-être relativiser un petit peu l'affaire, puisque ce qui est dit par Macron, aussi bien que par Stigler, en s'appuyant sur les mêmes données, c'est-à-dire des données d'une étude qui a été faite par deux économistes qui s'appellent Frey et Osborne en 2013, qui a été faite sur des données anglaises, il me semble, et qui montrait, donc le papier essayait de dire combien d'emplois peuvent être détruits par la numérisation, par les ordinateurs. Et il montrait qu'il y avait 50% des emplois actuels qui pouvaient être remplacés à terme par des ordinateurs. Et donc, voilà, on a cette vieille thématique du machinisme, de la technologie, progrès technologique comme ennemi de l'emploi qu'on retrouve depuis des millénaires, depuis au moins l'empereur Dioclétien, qui avait interdit à des ingénieurs qui proposaient un système pour monter des colonnes de le faire, pour laisser du travail aux ouvriers pour qu'ils puissent monter les colonnes manuellement, même si c'était... voilà. Et donc on retrouve cette histoire, elle est longue. Vous avez aussi les histoires de bris de machines, où on trouve dans l'introduction des métiers à tisser, donc les ouvriers qui non seulement cassaient les machines, mais au départ qui avaient noyé les ingénieurs qui avaient conçu les machines pour être sûr qu'au moins on n'allait pas être emmerdé par la machine. Bon, on pourrait multiplier les exemples, et effectivement l'imprimerie qui a coûté beaucoup d'emplois de copistes, etc., etc. Donc cette dynamique-là, on la retrouve en permanence, et évidemment on a une logique de renouvellement des emplois qui est assez forte, et des turnovers qui en réalité sont très importants. C'est-à-dire qu'on a toujours eu beaucoup de destruction d'emplois, mais aussi toujours eu beaucoup de création d'emplois. Donc ça tourne assez vite, de l'ordre, les calculs sont méthodologiquement très compliqués, mais ce qu'on dit,
même si c'est contestable, c'est qu'en gros, il y a 1 million d'emplois qui disparaissent et 1 million d'emplois qui apparaissent tous les ans en France. D'accord ? Et donc, en même temps, évidemment, il y a un enjeu, parce que s'il y a un turnover aussi important, les choses peuvent aller relativement vite, les changements peuvent être relativement importants. Et en fait, c'est ce qu'on observe ici, c'est-à-dire qu'on a effectivement une part de l'emploi salarié qui va diminuer. Donc là, c'est l'emploi non salarié. Donc l'emploi non salarié va augmenter depuis les années 2000, en particulier depuis 2008. Mais ça fait suite à une très longue période pendant laquelle l'emploi non salarié diminuait. D'accord ? Donc il faut relativiser pour l'instant l'effet qui est relativement minime, puisqu'on est passé de, alors j'ai pas le chiffre exact, mais en gros de 8,5, là on est repassé au-dessus de 10% d'emplois non salariés. Alors si je zoome un petit peu sur la dernière période, on le voit un petit peu mieux, vous voyez. Donc là on était à 8,8 et on est maintenant à 10,2 emplois non salariés. Ce qui correspond en réalité certainement pas à la numérisation ou à des choses comme ça, et qui correspond de manière assez proche aux chiffres qu'on trouve sur les auto-entrepreneurs. Donc là je vous ai mis les auto-entrepreneurs économiquement actifs. Donc ils ne sont pas tous évidemment économiquement actifs, ils ne sont pas tous comptabilisables comme emploi, mais si on prend donc une définition relativement restrictive, c'est-à-dire ceux qui sont économiquement actifs, on a une hausse entre la création au premier trimestre 2009 et aujourd'hui qui est assez importante de 550 000 personnes qui correspond globalement à la désalarisation qu'on a observée ici. Donc les chiffres correspondent à peu près, et donc on n'observe pas, à part ces auto-entrepreneurs, de désalarisation massive. Voilà, alors pour conclure là-dessus, deux idées fortes. Il me semble que l'idée la plus forte, c'est de dire que l'emploi n'est pas en recul. Au contraire, l'emploi prend une part croissante. La deuxième idée, c'est qu'on a l'impression, enfin tout donne le sentiment de fonctionner dans la lutte contre le chômage à la manière d'un puissant fond, d'un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire on met en avant la lutte contre le chômage, on crée des emplois, mais ces emplois ne sont pas pris sur les chômeurs, ils sont pris sur des inactifs. Et donc on peut alimenter comme ça l'emploi, la création d'emplois, en maintenant un taux de chômage et un nombre de chômeurs qui est extrêmement élevé. Alors, évidemment, ça pose question, parce que cette dynamique-là, ça a d'abord été ces inactifs-là ont été pris sur les femmes au foyer. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est plutôt conçu comme quelque chose de positif, dans le sens où la salarisation massive des femmes fait écho à une sortie d'un plein emploi qui était un plein emploi masculin. Donc on avait un plein emploi masculin, donc le plein emploi en tant que tel n'a jamais existé, si c'est un sens de parler de plein emploi en tant que tel, mais ce qui existait historiquement, c'était un plein emploi masculin. Les femmes sont arrivées sur le marché du travail très massivement, et ça a été vécu de manière plutôt positive par les intéressés. En revanche, cette dynamique-là, elle peut paraître plus négative socialement dès lors que les inactifs qu'on va aller chercher ne sont plus des femmes au foyer, qui s'émancipent de contraintes patriarcales, etc. Ce sont des retraités qui ne partent pas en retraite. C'est-à-dire ce sont des retraités qui prennent leur retraite le plus tard possible. Et donc là, la lecture de cette augmentation d'emploi est d'autant plus problématique qu'on est passé d'une sorte de compromis social convenable, enfin acceptable, à quelque chose qui l'est beaucoup moins, c'est-à-dire que ce sont des salariés qui restent dans l'emploi au lieu de laisser leurs emplois aux plus jeunes.